Bon, alors, moi, évidemment, je travaille sur le tourisme depuis très longtemps, donc je vais vous poser quelques tableaux comme ça. Le premier, cette année, il y a 1,3 milliard d'hommes qui ont franchi une frontière pour aller visiter un autre pays. 1,3 milliard d'hommes. Il y en avait 60 millions en 68. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 1,3 milliard d'hommes sont partis visiter un autre pays. On sera certainement à 2 milliards d'ici 20 ans. C'est quand même des chiffres qui montrent que le monde change à une vitesse absolument extraordinaire. On a accueilli en France 89 millions d'étrangers. 89 millions pour un pays de 63 millions d'habitants. Or, ce dont on parle tout le temps, c'est des 20 ou 30 000 migrants qui sont venus en France, et pas des 89 millions de touristes qui sont venus en France. Forcément, sur les 89 millions, il en est resté pas mal, notamment pour cause de rencontres, mariages, amours et divers motifs de séjour. Non, mais c'est important de se raconter ça. On est dans un monde de mobilité énorme. Moi, mon plaisir, dans mon village de Provence, vous voyez, c'est les Chinois. L'autre jour, chez mon ami Raymond, il est arrivé un bus de Chinois. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, un village de Provence. Ils sont descendus, ils ne sont pas allés voir le château. Ils sont allés photographier tous les saucissons de Raymond. Je ne sais pas pourquoi. Ils parlaient que chinois. Et si vous dire, c'est ça le monde moderne. C'est fascinant quand même. Moi, ça m'émeut quand je vois des Chinois. Je n'en avais pas quand j'étais petit qui se promènent. Bon. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quoi? C'est 7,5 à 8%, 9% de l'emploi mondial. En France, c'est 7,5% de l'emploi. L'industrie, c'est 11%. L'agriculture, c'est 4%. Donc regardez aussi ces chiffres. L'industrie, c'est 11% de l'emploi. Ça serait mieux, ça pourrait être un peu plus. Mais si c'était 13%, ça serait le bout du monde. Le tourisme, c'est 6, 7%. Donc il faut avoir toutes ces masses dans la tête pour se rendre compte, si vous voulez, de quoi on parle. Et les Français, ils font 220, 230 millions de voyages chaque année en France. Donc si je rajoute 89 millions d'étrangers, alors tout le chiffre peut être discuté, on peut dire celui-là, il a fait que traverser pour en Espagne, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est la masse qui compte. Bon, 220 millions de Français qui voyagent, 89 millions d'étrangers. En gros, il y a 300 millions de voyages dans ce pays, où les gens dépensent de l'argent, vont à des endroits, etc. C'est cette énorme mobilité. Et la moitié des retraités rêvent de se retirer dans la région où ils sont allés en vacances. Et les retraités, c'est des millions et des millions de gens tous les ans. Alors, quand vous êtes un retraité de HLM, ben, vous ne pouvez pas venir vous installer à Vannes si vous avez un HLM à Paris. Je me bats pour qu'il y ait un marché national du HLM. D'ailleurs, il y a quelques structures qui sont mises en place. Mais il y a 50 000 Parisiens qui quittent Paris tous les ans pour aller s'installer dans la région de vacances. Souvent dans leur résidence secondaire, beaucoup plus souvent dans la petite ville à côté. Parce que la résidence secondaire au bord de la mer, c'est sympa, mais quand on est plus vieux, on aime être au même endroit, mais dans la petite ville. On va à pied au cinéma, on va à pied au restaurant, on peut aller à l'hôpital, enfin, bon, des choses... Voilà. Mais à des endroits où on connaît. On pourra dire, oui, mais attends, je suis venu à 30 ans à la Pointe d'Ecmul, je suis venu à 30 ans sur telle plage, et donc on connaît les restos, etc. C'est ça le tourisme, c'est tous ces processus. Et puis évidemment, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que toutes les sociétés ont toujours eu des pratiques de dédoublement. On a toujours, il y avait l'armée, il y avait les bateaux, il y avait les cabanons, il y avait les processions. De toute façon, on vivait entre deux temps et deux espaces. C'est vrai chez les Chinois, c'est vrai chez nous. Il y avait le temps du religieux et le temps du laïque. Regardez, jusqu'à la Révolution française, le temps du religieux, c'était le temps du non-travail. On n'avait pas le droit de travailler. Il y a une bataille permanente entre les prêtres et les autres pour savoir... Une des causes de la Révolution française, c'est que l'Église était tellement puissante qu'elle a multiplié les jours où on ne travaillait pas. Mais l'idée de repos n'existait pas. L'idée de repos, c'est une idée de 1860. On ne se reposait pas. On donnait son temps à son légitime propriétaire, c'est-à-dire à Dieu. Ce qu'on voit encore dans plein de sociétés du Sud. Ça aussi, cette idée qu'il y a toujours eu dédoublement. Et nous, notre dédoublement, qu'est-ce qu'il a d'original? D'abord, on l'a inventé au XVIIe siècle, au moment de la philosophie des Lumières, parce que, si vous voulez, il y a des gens qui disaient on pourrait sortir de la monarchie, on pourrait vivre sans religion. On dit, mais c'est pas possible, ça n'a jamais existé. Et la seule façon de dire que ça avait existé, c'était d'aller à Rome, c'était d'aller à Athènes, c'était d'aller en Égypte pour voir si c'était vrai. Il n'y avait pas Thalassa, il n'y avait pas la télé. Et donc, des élites intellectuelles sont allées voir les ruines des civilisations anciennes en disant, s'il y a eu un monde pré-chrétien, il peut y avoir un monde post-chrétien. Donc c'est tout le débat philosophique qui a organisé la recherche du territoire. Et puis, petit à petit, évidemment, on s'est mis à découvrir le corps, la nature, au XIXe siècle, toutes les valeurs de l'hygiénisme, le rôle important des Anglais. Et on voit bien ici en Bretagne l'importance du corps, l'importance de la mer, l'importance du bronzage, etc. Mais donc, si vous voulez, le tourisme, c'est un imaginaire qui a remplacé en partie l'imaginaire religieux, parce qu'avant,
On allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, on allait à Rome, les musulmans vont encore d'ailleurs en Arabie Saoudite. Donc il y avait un autre imaginaire du territoire. Si vous regardez le nom des lieux, moi j'habite près d'une montagne, ben, les collines pas très hautes ont des noms religieux et les montagnes très hautes ont des noms de couleurs, parce qu'on n'y allait pas. Le Mournègre, c'est haut, on n'y va pas. Mais la colline Saint-André, on sait où c'est. Et ainsi de suite. Donc toute cette toponymie, tout ça, c'est l'espace. Nous, on a remplacé ça par le tourisme. Le tourisme, c'est un art de dire ce qui est beau, c'est un art de comparer. Parce que le touriste, il est mobile. Donc il faut toujours qu'il dise c'est plus beau, c'est moins beau. Ça, c'était la culture des villes. La ville n'est toujours, une ville est toujours en concurrence avec une autre ville. Vannes, c'est plus gros, moins gros Crène, c'est plus gros que Quimper, etc. Mais le tourisme, c'est exactement ça, oui. Le golf ici, ah non, il est quand même plus beau que celui qui... Ah non, ça se discute. Et bon, et ainsi de suite. On compare. C'est une culture de la comparaison. Alors que l'habitant, il ne compare pas, il est né là, il y reste. Il est convaincu que c'est beau parce qu'il est né là. D'ailleurs, généralement, les équipements touristiques qui marchent mieux sont tenus par des étrangers. Ça énerve toujours un peu qu'on dise ça, mais celui qui a choisi un endroit par amour du lieu, il sait pourquoi il est venu. Celui qui dit « Ah, moi, je suis authentique ». Tu es authentique, d'accord, mais c'est pas pour ça que c'est... Et donc, ce mouvement, si vous prenez les gîtes ruraux, prenez ceux tenus par des Anglais, c'est souvent ceux qui ont le meilleur type de fonctionnement. Parce que justement, ils n'arrêtent pas de raconter pourquoi ils sont venus là. Et pas pourquoi ils en sont nés. Parce que quand vous dites à quelqu'un « j'y suis né », ben, l'autre, à part de dire « pas moi », ça enlève un peu la conversation. Donc, ça aussi, cette idée. Donc, les nombres, le dédoublement, et au fond, on va dire le tourisme, c'est la mise en désir des sociétés modernes depuis 2 siècles qui détermine les hauts lieux, les mauvais lieux, qui construit. Et puis petit à petit, derrière, eh ben, on a construit des politiques publiques, on a fait des parcs, on a fait des réserves, on a fait la loi littorale, etc. Mais en même temps, ça fige. Parce que le tourisme, c'est une injonction à ne pas changer. Si vous achetez une résidence secondaire, vous revenez l'année d'après, ce que vous voulez, c'est qu'il ne se soit rien passé. Si on a fait un lotissement, un foyer de jeunes travailleurs, une usine, mais c'est une catastrophe. Donc le touriste, c'est compliqué la relation qu'il a avec un territoire. Il l'aime, il le mange, il le fige. Et donc là aussi, on est dans des rapports où il faut effectivement en permanence introduire de la modernité et puis même introduire du mouvement, discuter, négocier et comprendre ce désir au fond du tourisme. D'ailleurs, un guide, vous m'en avez offert un là, mais prenez des vieux guides, ils marchent encore. Parce qu'en principe, justement, c'est comme c'était dans le guide, même les guides du 19e. Donc il faut comprendre tout ça, c'est-à-dire ça met en désir et ça fige. Et c'est ce double mouvement qu'on ne peut pas ne pas voir. Alors là, il y a tout ça qui s'est mis en place, et dans cette histoire, il est clair que la France, on est le lieu où ça s'est inventé. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la France était le cœur des aristocraties européennes jusqu'au XVIIIe siècle, et donc les aristocraties parlaient français. Et donc, on a coupé la tête du roi, mais du coup, Versailles est devenu... Qu'est-ce que c'est Versailles? C'est la première station, en réalité. Premier endroit où on va pour danser, faire l'amour, chanter, jouer du piano, etc. Bon, en gros, une station, c'est jamais que Versailles. Bon. Et comme on avait coupé la tête du roi, on a généralisé ce modèle. Mais les élites francophones venaient ici. Les Russes, les Anglais, dans le monde entier. Plutôt, pour la Bretagne, c'était plutôt le nord de la Bretagne. Parce que c'était encore du tourisme de relations, de code social. On n'allait pas forcément... Vous savez, l'invention de la baignade, ça a été une époque fantastique à la fin du 19e. J'aime beaucoup cette période parce qu'elle était complètement délirante. Et pour nous, parce que les gens avaient peur de la mer. Les gens n'allaient pas dans l'eau. Parce que l'eau, il y avait des monstres, parce qu'on vous tirait par les pieds, vous pouvez vous noyer. Et c'est pour ça que les marins ne savaient pas nager, pour être noyés tout de suite. Et donc, c'était la meilleure façon de ne pas traîner, à nager comme ça, en attendant quoi, quand on est au milieu de la mer. Bon, l'autre jour, on a ramassé une de grandes navigatrices qui était tombée, à mon avis, on a eu un peu bu en pensant uriner au-dessus de sa barrière. Bon, en ce moment, elle avait un téléphone portable dans la poche, adapté, elle a appelé sa maman. Mais quand on est au milieu de la Méditerranée, arriver à appeler sa maman pour qu'on vienne vous chercher, c'est quand même pas mal. Mais ce n'était pas courant dans l'Antiquité. Donc, forcément, ça ne marchait pas. Mais, vous voyez, quand on est allé au bord de la mer, au XIXe siècle, le débat dans nos facs de médecine, c'était comment faire venir la féminité aux filles. Ça a été traité entier. Sur les plages, il y avait un ponton. Au bout du ponton, il y avait une tente. Dans le ponton, il y avait un trou et un gros mec costaud. Les dames amenaient leurs jeunes filles pour avancer la remise des règles, il faut dire les choses, pour pouvoir éventuellement les marier plus vite. Le grand débat, c'était est-ce qu'il faut les tremper dans l'eau froide, par les pieds ou la tête en bas. Il y a des traités de médecine pleins.
Pour dire, nous, ça nous semble dingue, mais c'est pas plus dingue que d'aller se faire bronzer au bord d'une plage. C'est simplement pour vous montrer que tout ça, c'est des constructions, c'est des projets culturels, c'est des inventions humaines, et puis effectivement, ça évolue, ça change. Vous savez que la moitié des gens qui vont à la plage ne se baignent pas. Et à peu près le tiers des gens qui vont au ski ne skient pas. Ils vont au ski pour la boîte de nuit. Donc je veux dire, il faut pas... Mais non, mais il faut regarder les gens vivre. Il ne faut pas se raconter des choses toutes faciles, comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est tout ça, je crois, sur le quoi je peux vous donner comme ça des lumières. Et donc, c'est vrai que la France était le premier pays touristique au monde, pour des raisons y compris géographiques, parce qu'on était, évidemment, les voies de communication circulaient avant le train beaucoup par les rivières. Donc forcément, on descendait par la vallée du Rhône, on descendait par la Saône, etc., pour aller en Italie, pour aller en Grèce, puis à Marseille. Vous savez que Marseille est une grande station touristique. Ça s'est perdu, mais il y avait le long de la plage, il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel de Paris, parce que les gens descendaient en bateau, et de là, ils reprenaient le bateau pour aller en Italie, pour aller en Grèce, puisque c'était beaucoup plus confortable de circuler sur l'eau. Mais ça, c'est pas des Bretons qui l'expliquaient, que sur des routes avec des trous, des machins, etc. La mer a toujours été la grande autoroute, en fait, des sociétés. Voilà, donc il y a tout ça. Et en même temps, vous, les Bretons, alors ce qui est particulier, c'est que vous êtes les plus archaïques et les plus modernes. C'est-à-dire, quand le tourisme a commencé en Bretagne, Céline ou De Gaulle avait décidé que puisqu'il fallait trouver des Français de souche, on allait prendre des Bretons. Et il a envoyé 200 ou 300 scientifiques à Plozévet, et on a tout mesuré des mecs de Plozévet, la taille du nez, les machins, le nombre de fois ils font l'amour, qu'est-ce qu'ils mangent par jour, combien d'heures ils dorment, etc. Et ils ont fait une énorme étude scientifique pour essayer de trouver le Français de souche. Et on s'était dit, les plus abrutis et les plus traditionnalistes, disons-le, c'est les gens de Plozévet. Bon. Et il y a des livres là-dessus qui étaient très drôles, notamment d'Edgar Morin, qui a écrit un livre sur Plozévet, parce que lui, il a observé les chercheurs en train de chercher. C'est quand même assez comique. Et je reconnais que mon ami Edgar s'est intéressé beaucoup plus aux courbures de la serveuse du restaurant qu'à l'ensemble de ses scientifiques. Mais bon, ça a toujours été un peu son défaut, il continue, mais bon, ça, c'est pas grave. D'ailleurs, il va toujours très bien, je vous rassure, pour ceux que ça intéresse. Et il danse toujours. Le jour, on était à Saint-Malo, à la fête du livre. À minuit, il a 98 ans, il dansait comme un fou avec une serveuse. Donc, vous voyez, il est quand même resté extrêmement dynamique, ça l'attire. Non, mais c'est pour la Bretagne, c'était ça. Et en même temps, la Bretagne, petit à petit, s'est rentrée effectivement dans cet imaginaire de l'authenticité, de ces choses-là, puis les courses de bateaux, et puis tout ça qui fait qu'on est... Les deux choses se sont télescopées extrêmement vite et complètement transformées, et vous êtes évidemment dans ce territoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps, la société a complètement changé. Parce que quand le tourisme s'est développé, disons, à la fin du 19e, là, le congé payé, c'est 36, je vous rappelle qu'au 19e, il n'y avait aucun jour férié. Aucun. Puisqu'on avait supprimé les jours fériés religieux, en 1789, et on a redonné le dimanche qu'en 1905. Et les congés payés en 36, et la retraite en 45. Au 19e siècle, il y a des gens qui ont travaillé tous les jours. Tous les jours. Pas tous. Il y a des gens qui ne travaillent pas le dimanche, parce qu'ils étaient catholiques, ou parce que leur patron ne voulait pas qu'ils travaillent le dimanche, etc. Mais ce n'était pas vrai. C'est pour ça que c'est l'Angleterre qui a amené l'idée de week-end, qui a amené ça, alors que le week-end existait souvent avant 89. Mais c'était un week-end, le samedi, c'était pour préparer la journée du Seigneur. Donc c'était pas le même discours, mais physiquement, c'était un peu la même chose, parce qu'on ne travaillait pas. Bon. Donc on est dans ces procès. Mais nous, aujourd'hui, vous vivez 700 000 heures, moyenne de vie en France. Quand le tourisme s'est développé, on vivait à peu près 500 000 heures. De toute façon, quand le tourisme s'est développé, c'était dans les populations qui ne travaillaient pas. Parce qu'il y avait des ceux qui travaillaient tout le temps et ceux qui ne travaillaient jamais. Le mélange, c'est la guerre de 14, où tout le monde a été dans les tranchées, on le fait maintenant. Mais on oublie que c'est la première fois où on a emmené comme soldats tous les hommes, quels que soient leurs milieux sociaux, et qui plus est, c'était chic. Dans les milieux bourgeois, cultivés, on s'est battu pour être soldats. Parce qu'on voulait la faire, la guerre. Bon, il ne faut pas rêver, c'était une guerre populaire, y compris dans les élites sociales, les écrivains, tout ça, ils se sont battus, certains. Il y avait une très belle émission à France Inter hier sur un musicien qui avait été reclassé, il s'est débrouillé quand même par ses réseaux pour avoir les affaires, et pour pouvoir aller à Verdun. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ce monde-là. Bon. Et à l'époque, donc, on a tout mélangé. On a mélangé les temps, on a mélangé les espaces, et on a construit la société moderne dans les tranchées. C'est pour ça que c'est compliqué, les guerres, parce que c'est des épouvantables monstruosités. Mais en même temps, c'est là où on fait le plus grand progrès, notamment en matière médicale. L'espérance de vie augmente très très vite entre 39 et 45, par exemple. Alors qu'on a tué, je sais pas, 50 millions de personnes en même temps. Parce que la guerre est un lieu d'innovation. Parce que le type qui a un bouton, il ne va pas voir son médecin. Parce qu'on a tellement un bouleversement des hiérarchies des urgences qu'on se concentre sur l'essentiel, et notamment, évidemment, sur la recherche médicale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le tourisme, le congé payé, les années 30, parce qu'il y avait un peu de vacances avant le 36, évidemment, il y avait des entreprises modernes, il y avait tous les médecins, les pharmaciens, etc., les des Abbas, à Divonne-les-Bains, etc. Ils allaient sur les plages pour mettre leurs jeunes filles dans l'eau. Si je vous rappelle, sur les plages à l'époque,
les garçons étaient sur les dunes. Et les filles étaient dans l'eau avec des... On se serait cru carrément en Arabie Saoudite aujourd'hui. Hein. Non, enfin, il n'y a pas de garçons sur les dunes, excusez-moi, en Arabie Saoudite, mais évidemment, ils ont des longues vues, j'espère. Et donc, on est là dans des processus comme ça, mais il faut regarder comment ces choses se passent. Et donc, ce qui a changé, c'est que la vie étant passée de 500 000 heures à 700 000 heures, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. La durée légale du travail en 1900, c'est 200 000 heures. La durée légale du travail aujourd'hui, c'est 70 000 heures. En gros, aujourd'hui, vous vivez 700 000 heures, vous dormez 200 000 heures, vous dormez 3 heures de moins par jour que vos arrière-grands-parents. Vous faites 6 000 fois l'amour pour faire 2 enfants, productivité absolument nulle, parce qu'avant 14, on faisait 1000 fois pour en faire 6. Donc au moins, elle avait quand même un peu plus de résultats. Bon. Mais c'est pour vous montrer à quel point les choses les plus simples ont complètement changé. Puis ça vous fait rire aussi, mais... Et vous ne le saviez pas. Ah bah vous ne le saviez pas, parce que personne ne compte. D'ailleurs, c'est marrant quand je donne ce chiffre, parce que toujours dans la salle, les filles rient et les garçons sortent leurs calculettes. J'ai remarqué, c'est un vieux problème. Bon. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que le temps qu'on a n'est absolument pas le même. Et on vit dans une société de temps libre. C'est le temps libre qui fait la qualité d'un territoire. Au moment de la révolution industrielle, il fallait d'abord qu'il y ait une mine, dessus on mettait une usine, après on mettait un coron, une salle du peuple, une mairie. Et donc c'était le travail, on construisait la ville autour. Nous, c'est l'inverse. Les entreprises vont là où la vie est déjà construite. C'est ça le tourisme. Le tourisme, c'est un marqueur de territoire, c'est un constructeur. On fait des routes, on fait des hôpitaux, on aménage les plages, des restaurants. Et du coup, les entreprises se disent, mais pourquoi je ne me localiserai pas là? Parce qu'elles vont capter l'image de marque du territoire. Très honnêtement, vous rentrez chez vous le soir et vous dites à votre conjoint, écoute, j'ai le choix entre un poste à Amiens et un poste à Aix-en-Provence. Il ne va pas vous demander le salaire est de combien. Il va vous dire, on prend Aix. C'est embêtant pour la ville d'Amiens qui est celle du président de la République, mais enfin, reconnaissons que choisir spontanément Amiens, n'est pas un acte normal. D'ailleurs, il est parti à Paris, à l'Élysée. Donc, c'est pour vous dire que la hiérarchie des lieux, leur capacité d'attractivité aujourd'hui, c'est ça qu'a construit le tourisme, une nouvelle mise en désir des lieux. Vous regardez la ceinture de Paris des grandes cathédrales, qui était la merveille, évidemment. Dreux, vous avez envie d'aller à Dreux? Toute cette ceinture-là. Et pourtant, les cathédrales sont toujours là. Donc il y a eu à un moment, c'était le grand lieu de l'architecture, de la beauté, de la foi, des valeurs. Aujourd'hui, c'est de l'hyper-urbain, à moitié bordélique. Et donc on est là dans une situation, mais par contre, effectivement, on construit. Et n'oubliez pas que Paris est la première station touristique au monde. Il y a plus de 30 millions de touristes. Donc ne mélangez pas, Euro Disney, c'est 25 millions. On est là sur des masses énormes. Europa City, qui est en construction, en débat, 24 millions de clients. Donc on est sur des masses, sur des réseaux mondialisés, qui sont gigantesques. Et heureusement qu'on construit des zones comme ça, parce que ça permet qu'on ne se diffuse pas les touristes partout, n'importe comment. Parce que le problème du tourisme, c'est qu'on ne peut pas mettre trop de gens, n'importe où. C'est pour ça que les gens qui sont contre les grandes concentrations, je leur dis, t'es pas obligé d'y aller, mais s'il y avait peur au Disney, il y aurait 25 millions de touristes en plus ailleurs. Est-ce qu'on a partout envie qu'il y ait des touristes en plus? Partout de la même manière, c'est compliqué, c'est pas si simple. Parce que quand on est à 1 milliard de touristes internationaux, on va aller à 2 milliards. La France étant le premier pays touristique au monde, on va passer à 100 ou 150 millions de touristes. Le gouvernement vise 100 millions. Il les aura, c'est pas la peine qu'il vise, c'est déjà tout droit. Donc, bon. Mais bon, après, on les met où, on fait comment, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a une vie qui s'est allongée de 200 000 heures, donc je reviens sur le temps de la vie pour que ça soit clair. Vous vivez 700 000 heures. C'est pas ce qui vous reste, hein, c'est en entier. Vos enfants vivront sans doute 800 000 heures si les drames écologiques sont à peu près maintenus. Vos arrière-grands-parents ont vécu 500 000 heures en moyenne. Jésus-Christ, l'époque, c'était 300 000. Pas lui, parce qu'on l'a un peu raccourci, mais la moyenne, là-bas, c'était 300 000 heures. Donc, l'espérance de vie moyenne dans nos civilisations est passée de 300 000 à 500 000 à 700 000. Et la durée du travail de 200 000 à 70 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez fini de dormir 200 000 heures, travailler 70 000 heures, étudier 30 000 heures, on va dire, puisqu'on est presque à 1 heure d'études pour 2 heures de travail, c'est bac plus 4, ça. Ça veut dire que vous avez dépensé 300 000 heures. Il vous reste 400 000 heures pour faire autre chose. Alors qu'à l'époque de Napoléon, je ne sais pas si vous avez lu Guillemin, La vie d'un simple, qui est un livre que j'aime beaucoup sur une enfance paysanne, et que j'ai vraiment un livre que j'aime beaucoup, qui a été écrit dans les années 20, et son père lui donne un dimanche après-midi pour trouver une femme. Un dimanche après-midi pour aller à la fête. Mais non, mais attendez, c'est des jeux de société du travail. Il y a des bêtes, on est là tout le temps, il y a des chevaux, il y a des ânes, on ne part pas de la ferme, quoi. Bon, non, ça fait rire, mais c'est simplement un récit de vie paysan, c'est pas autre chose, c'est pas un livre de sociologue, ça. Donc vous voyez, c'est vrai. Et donc, ça veut dire que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une société qui est structurée par le temps libre et ses valeurs, ses lieux. Et les deux grands moteurs qu'on a construits pour occuper le temps libre, c'est la télévision et les vacances, le tourisme.
C'est les deux grands lieux de l'innovation sociale depuis la guerre. Et donc, c'est les deux grands lieux qui ont inventé des codes, des façons de se tenir, des façons de vivre, des lieux où il faut aller, des lieux où il ne faut pas aller, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. C'est l'art de vivre structure la production. C'est cette inversion, c'est très schumpeterien comme modèle, c'est-à-dire, effectivement, là où l'art de vivre est bon, on attire des entreprises qui vont attirer, pour deux raisons, l'image de marque, et la deuxième chose, c'est l'exemple que j'ai donné sur Aix. Dans les lieux attractifs, on peut avoir les compétences qu'on veut. Or, les compétences sont rares et mobiles, donc effectivement, je dirais, trouver un type pour balayer, c'est pas toujours très facile, mais enfin, normalement, on y arrive. Trouver un ingénieur très pointu, c'est très difficile. Donc c'est bien parce qu'il va y gagner en qualité de symbolique du lieu, en récit, dans sa vie à lui, dans celle qu'il a avec ses enfants, qu'on va pouvoir avoir ces entreprises high-tech très pointues. C'est pour ça qu'on voit la high-tech se concentrer dans les grands territoires touristiques. Et que donc, le territoire du tourisme, en matière de développement, c'est effectivement le tourisme, la retraite, et toutes ces nouvelles activités. Mais pour que ça fonctionne, il faut que la passion du patrimoine qui est dans le tourisme, la beauté de la nature, etc., soit liée avec l'art. Il y a une chose qui était très intéressante, c'est ce qu'ils ont fait à Versailles quand ils ont mis cette énorme sculpture japonaise dans un jardin, en face du château de Versailles. Parce qu'a priori, ça nous choque. En plus, moi, je la trouve horrible. Mais c'est important. Le tourisme ne doit pas devenir conservateur. Il est généralement conservateur dans ses territoires. Il faut être ouvert aux homosexuels, il faut être ouvert aux femmes seules, il faut être ouvert à la high-tech, il faut être ouvert aux artistes qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire il faut que la création continue. On ne peut pas vendre que les vieux monuments des anciens Bretons du temps où ils étaient habillés de peau de bête. Ça, c'est très, très sympathique, c'est très beau, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est ce lien qui fait le développement. Il y a des territoires qui deviennent extrêmement conservateurs, des territoires touristiques, mais à terme, ils sont morts. Et je crois que ça, il faut se le dire aussi. Et en Bretagne, ce n'est pas facile, parce que vous avez toujours été un peu une enclave. Vous êtes un territoire de départ. La Bretagne, on est tous partis. Moi, ma grand-mère était de Lorient, elle est partie comme les autres. Et donc, si vous voulez, c'est un territoire où on partait. On partait vers Paris. Même là, quand je regarde vos systèmes de transport, ça me laisse perplexe. On dirait que vous êtes toujours marié avec Paris, quoi. Attendez, le monde, on est très nombreux. Comment on fait pour aller en ligne directe, en low cost, de chez vous à Bruxelles, de chez vous à Marseille, de chez vous au Qatar? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il n'y a pas ici, sur les aéroports, des low-cost de tous les pays, qu'on n'est pas ouvert à tout ça? On dirait qu'on peut aller qu'à Paris en TGV. C'est très bien, Paris, je n'ai rien contre, moi j'y vais souvent. Enfin, je veux dire, on dirait que votre tropisme, c'est d'être la zone de délaissement des Parisiens ou de vos arrière-petits-enfants qui habitent à Paris. Il faut penser le monde plus ouvert. Pensez une chose, plus le monde chauffe, plus les gens du Sud veulent aller au frais. Mais pourquoi l'Irlande s'est pleine de low-cost partout? Qu'est-ce qu'ils vendent, les Irlandais? C'est pas le soleil, c'est la fraîcheur. Qu'est-ce qu'on a envie quand on habite en Arabie Saoudite? Mais c'est de la fraîcheur. Donc, plus les pays du Sud se développent, plus effectivement les élites du Sud vont avoir envie d'être frais. Qu'est-ce que vous avez comme politique avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Afrique noire, je veux dire? C'est-à-dire, pensez à tous ces gens qui ont envie de fraîcheur. Alors qu'on dit toujours en Bretagne, oui, on dit toujours il fait soleil plusieurs fois par jour, bon je la connais, puis heureusement il y a beaucoup de gens sur les plages qui ne se baignent pas, donc ils ne se sont pas rendus compte de la température de l'eau. Du moins au bout là, au bout, hein, parce qu'ici ça va. Mais pensez les choses comme ça aussi. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut entrer complètement dans la modernité des mœurs, dans la modernité de la géographie, du marché. Et généralement, on a tendance à pas penser complètement le marché comme ça. Alors, quand on veut développer tout ça, alors Airbnb aide beaucoup. Parce que les gens, ils viennent de partout. Moi, dans mon village, on voit de tout. Maintenant, des Australiens, comment ils sont arrivés là? C'est parce qu'ils ont loué une maison, ils ne savaient pas où c'était, en fait. Eux, ils sont là-bas chez eux, ils louent un truc sur Internet parce qu'il y a une jolie photo. Et donc, ça veut dire qu'on a un mélange de clientèle absolument extraordinaire dans des coins complètement paumés, où il n'y a pas d'hôtel, mais où il y a quelques jolies maisons à louer. Et donc, on fait venir des gens de partout. Et c'est une chance énorme. Airbnb, c'est fantastique. Je sais que pour les hôteliers, ça pose un problème de régulation. On a mis du temps à mettre des règles. Mais ce n'est pas du tout la même construction de la clientèle. Donc c'est bien à ça aussi qu'il faut penser. On est dans une société de choix individuels, et donc cette possibilité des choix individuels, il faut complètement la jouer. Voilà, moi je voulais vous dire ces grandes lignes, si vous voulez, c'est-à-dire vous dire, effectivement, le tourisme, ça change avec la société. Vous voyez, la société, pour ça que je vous ai donné, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le chiffre le plus à garder en mémoire, c'est que 60% des bébés sont nés en mariage en France cette année. Comprenez bien que nous vivons une révolution culturelle comme on n'en a jamais connu dans une période aussi courte. Il y a 4 milliards de gens connectés sur Internet en 10 ans. 4 milliards. On a vendu 6 milliards de téléphones portables sur la planète. Je suis d'accord, ici, on est nombreux à en avoir eu 2, même des fois 3. Mais enfin, vous allez dans des coins paumés, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le tout à l'égout, il n'y a rien. Le mec, il est sur son téléphone.
Et en Arabie Saoudite, vous avez des filles sur Internet qui sont des businessmen incroyables. Elles n'ont pas le droit de sortir, hein. Ça c'est pas possible. Mais derrière un écran, on n'a plus de tchadeur. Donc ça aussi c'est marrant de voir comment il y a d'un coup des lieux de contact qu'on n'avait même pas pensé qu'ils allaient créer du contact, qui contournent au fond les règles. Mais comprenez bien qu'on vit la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité sur un temps aussi court. On a vécu la révolution industrielle, on a vécu la révolution de la charrue, etc., du gouvernail, tout ça. Mais c'était sur des générations et des générations. Nous, en 15-20 ans, on a effectivement rentré dans la bulle numérique. On a compris la pression écologique, qu'avant on ne connaissait pas. Rappelez-vous, on est dans cette salle, c'est un certain nombre à se rappeler de René Raymond. Comment il s'appelait en 74, celui qui a mis un verre d'eau sur sa table. René Raymond, c'est le prof de Sciences Po. Dumont, pardon, ouais, c'est pour ça que j'étais juste dans la catégorie à côté. Mais il a fait 2%. Donc tout ça, ça veut dire qu'on vit Et en plus, la Terre chauffe, on est de plus en plus nombreux. Les nations, ça n'a plus beaucoup de sens, parce qu'en matière de chauffage de la planète, en matière d'Internet, en matière de tout ça, en matière d'information, si un avion s'écrase au Japon, on est tous consternés. Sur la planète entière. Parce que l'un dans l'autre, on a tous pris l'avion, on se dit qu'un avion qui s'écrase, ça doit être l'horreur, donc on se met à la place des passagers. Bon. Et donc c'est ce monde-là qu'il faut penser. Et donc il faut utiliser sa culture, renforcer le local, créer des sociétés. Vous voyez, par exemple, en ce moment, se développent beaucoup des supermarchés communautaires. J'observe ça avec énormément d'intérêt. On peut faire des choses ensemble dans la culture, mais aussi dans le supermarché communautaire, mais aussi dans la fête votive, archaïque ou ultramoderne. Et on peut créer, il y a des communes où il y a des fêtes des nouveaux habitants. Il y a des communes où on réunit tous les ans les patrons qui ont des résidences secondaires. Il y a des communes qui ont pris le 06 de tous les gens et quand il y a un truc important, ils l'envoient à tout le monde. Tiens, cette semaine, fête de la Saint-Jean, etc. Ils relient, ils créent du lien. Il faut densifier le lien dans la proximité pour que tout ça fonctionne ensemble, mais en même temps, il faut comprendre qu'on vit dans un monde global et c'est ce couple. Or, le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est la face humaine de la mondialisation. Ce sont des hommes qui vont voir des hommes. Et ce sont des hommes qui accueillent des hommes. Et donc, effectivement, la mondialisation, il y a des tas de dimensions qu'on pourrait discuter ici, sur le financier, sur etc., même sur les migrations, qui sont un sujet légitime. Mais le tourisme, ce sont des hommes qui vont voir des hommes et qui repartent. Donc, franchement, ce n'est pas un souci majeur en termes ni d'identité ni rien. Et donc, c'est un métier noble, c'est un métier essentiel. Nous sommes en train d'habiter la terre commune. Vous savez, Paul Virilio disait « la terre est devenue carcérale ». Les sociétés anciennes n'avaient pas ce sentiment. On avait toujours le sentiment qu'on pouvait s'agrandir. Au 19e, on est encore allé conquérir l'Afrique. On pouvait toujours conquérir des choses. Je ne dis pas que c'était bien. Je dis qu'on avait l'impression qu'il y avait un extérieur disponible. C'est fini. Terminé. L'histoire de l'humanité, dans la deuxième partie, puisque la première partie s'est terminée récemment, la deuxième partie, c'est de vivre ensemble sur un espace clos qui est trop petit. Et donc la question, c'est comment on va le faire? Est-ce qu'on n'est pas d'abord capable de le faire bien, si on est capable de se parler, d'aller se voir, d'échanger nos cultures, mais à condition... Vous savez, je m'arrêterai là-dessus, mais mes étudiants, je leur dis toujours, pourquoi tu ne prends pas des nems avant un couscous? Puis non, on ne va pas prendre des nems avant un couscous. Ben, c'est sûr, on ne prend pas des nems avant un couscous. Un jour, on mange des nems, le lendemain, un couscous, et puis après, on mange des huîtres, mais on ne va pas prendre des nems avant un couscous. C'est-à-dire, le problème, c'est comment on télescope les cultures, on est curieux des cultures, et on ne les détruit pas mutuellement pour faire une espèce de fast-food où il n'y a plus rien qui a de sens. C'est ça qui est compliqué à construire. Retenez cette histoire du nem avant le couscous, c'est à mon avis une bonne conclusion.